Alors bonjour à tous. La multiplication des scandales alimentaires, la remise en cause des bienfaits supposés du lait et de la viande, ou encore la sensibilité accrue au bien-être animal, poussent de plus en plus de Français vers des modes de consommation alternatifs. Ils se détournent des produits animaux au profit des produits végétaux. En France, en 2018, les ventes de produits végétariens et véganes en grande et moyenne surface ont généré un chiffre d'affaires en hausse de 24% par rapport à l'année précédente, soit environ 380 millions d'euros, et devrait dépasser les 600 millions d'euros en 2021. Le véganisme est un sujet d'actualité, souvent évoqué par les médias entre scandales, luttant pour la cause animale et actions choc par les militants. Le sujet suscite souvent des tensions et débats entre pro et anti-véganes. L'intérêt croissant pour ce mode de vie pousse de nouvelles marques à proposer des produits véganes, mais les marques existantes, elles, ne veulent pas rater ce virage et proposent pour cela des alternatives pour adapter leur offre. Donc dans l'alimentaire, il y a les spécialistes de produits animaux qui proposent aujourd'hui des gammes véganes, comme par exemple Erta avec les steaks végétaux à base de légumineuses, ou encore les glaces Ben & Jerry ou les Kit Kat sans lait de vache. Mais la consommation végane ne se limite pas à l'alimentaire. Donc le milieu du textile, de l'habillement sont aussi concernés avec des produits comme le cuir, la laine, la soie, et proposent, comme certaines marques de luxe, des produits à base de faux cuirs végétaux. Mais après, il y a aussi l'industrie pharmaceutique et cosmétique qui, elle, propose des produits qui n'ont pas été testés sur les animaux. Et il en est de même sur le secteur de l'automobile. Donc, pour les intérieurs de voitures, Exit le cuir, de nombreuses gammes proposent aujourd'hui leur version vegan, en allant de la Twingo à la Tesla. Ces adaptations stratégiques proposées par les entreprises résultent du rôle croissant joué par les médias, réseaux sociaux, sur le changement de comportement de la population. Donc on cherche ici à savoir comment la médiatisation du mouvement vegan impacte notre société. Pour cela, après avoir résumé la situation du mouvement vegan et son évolution, ses motivations et ses impacts, il faut aussi observer comment la médiatisation utilise ce phénomène pour générer des impacts économiques, sociétaux et politiques. Donc maintenant, nous allons parler des différents mouvements véganes. Donc il faut savoir qu'il y a deux mouvements véganes. Tout d'abord, le welfarisme, qui vient de l'anglais welfare, qui veut dire bien-être. Donc le welfarisme ne cherche vraiment pas à abolir l'exploitation animale, mais plutôt en limiter la souffrance, en cherchant à promouvoir un élevage et un abattage plus respectueux des animaux. Donc il y a deux associations qui font partie de ce mouvement, la BMAF qui est maintenant appelée Wellfarm, qui est donc la protection mondiale des animaux de la ferme, et l'association CIWF France, qui veut dire en anglais Compassion in World Farming. Donc eux, ils cherchent à mettre en place des mesures pour vraiment qu'advienne l'abandon des mutilations dans les élevages, qu'il y ait davantage d'accès en plein air pour les animaux et qu'il y ait une réduction du temps de transport des animaux vers les abattoirs. Et il y a ensuite l'abolitionnisme, donc, qui est quand même plus extrême et plus radical que le welfarisme. Donc eux, ils prônent vraiment l'abolition pure et simple de toutes les formes d'exploitation animale, en cherchant à promouvoir l'abolition de la viande et vraiment en militant vers une transition vers une alimentation générale végane pour toute la population. Donc il y a deux associations qui font partie de ce mouvement, l'association L214 et l'association 269 Libération Animale. Donc eux, ils prennent vraiment des mesures plus radicales, comme par exemple diffuser des vidéos chocs dans le but de choquer la population sur les conditions d'élevage et d'abattage dans les abattoirs. Ils font également des blocages d'abattoirs en sauvant des animaux, du vandalisme de boucherie, et ils prennent vraiment le marketing de l'horreur avec un fort impact émotionnel dans le but de sensibiliser la population sur le bien-être animal. Donc maintenant, je vais vous parler du marché vegan. Donc il faut savoir qu'il y a différents secteurs dans le marché vegan. Tout d'abord l'alimentaire, qui est vraiment le secteur principal, avec les fromages, les steaks de soja, les laits végétaux.
Ensuite, il y a le secteur de la viticulture. Donc, il faut savoir qu'au cours de la fermentation, pour filtrer le vin, on utilise des protéines d'origine animale. Il y a ensuite le secteur du textile et du prêt-à-porter. Donc, ils essayent d'utiliser des fibres de déchets d'ananas, des déchets de coco, de cuir de pomme, etc. Il y a également le secteur du cosmétique, où vraiment ils essaient de bannir les tests sur les animaux. Ces cosmétiques-là, ils contiennent vraiment des ingrédients d'origine végétale uniquement. Il y a également le secteur de la finance avec la création d'une crypto-monnaie qui s'appelle le Vegan Coin, donc qui permet aux acheteurs de s'assurer que leurs achats sont vraiment éthiques. Et il y a ensuite le secteur pharmaceutique au niveau des médicaments et des compléments alimentaires, car il est fréquent de trouver du lactose, de la gélatine, du stéarate de magnésium et d'autres ingrédients d'origine animale dans les comprimés et les gélules. Donc ce marché en quelques chiffres, donc il faut savoir qu'actuellement 1% de la population française est végane. On constate également plus 40% des ventes en un an pour les produits végétariens et le chiffre d'affaires en 2019 était de 400 millions d'euros. Maintenant je vais parler un peu des personas véganes. Donc il y a vraiment 4 typologies de consommateurs véganes. Donc il faut savoir qu'en 2018, Casino a créé une étude auprès de 1000 porteurs de la carte fidélité pour déterminer vraiment ces 4 typologies de consommateurs. Donc il y a d'abord les family equality seekers, donc eux ils représentent 47% du segment. Ce sont vraiment des consommateurs appartenant au CSP+, habitant en province, réduisant leur consommation de viande, en privilégiant leur consommation et la qualité à la quantité. Il y a aussi les Young Veggie Oriented, donc eux ils représentent 24% du segment. Ce sont des foyers de moins de 35 ans sans enfants. Ils habitent dans les grandes agglomérations, ils sont prêts à payer plus cher pour des produits qui correspondent à leur mode de vie. Donc il y a ensuite les Healthy Elders qui eux représentent 23% du segment. Donc eux ils habitent en province, sont soucieux de leur santé, friands de produits diététiques et détox, et intègrent quasi systématiquement au moins un produit vegan dans leur panier. Et enfin, nous avons les Veggie Engaged, donc eux, ils représentent 6% du segment, sont de jeunes célibataires urbains, et les produits vegan représentent 20% de leurs achats. Maintenant, nous allons aborder le véganisme au sein de la société. Donc, à quoi doit-on cette montée fulgurante du véganisme? Donc, il faut savoir que la population est vraiment de plus en plus soucieuse de son alimentation. On constate une chute de 12% de la consommation de viande en 10 ans. Et il y a 1500 nouveautés véganes qui sont arrivées en 2018 dans les marchés. Donc, cette montée fulgurante du véganisme, elle est aussi due à l'émergence d'un mouvement social et politique. C'est également dû aux médias qui diffusent des vidéos chocs sur les conditions d'élevage des animaux, plus les conditions d'abattage dans les abattoirs. Donc, ce qui engendre une prise de conscience de la population sur le bien-être animal. Et c'est également dû aussi au marketing publicitaire du véganisme qui a permis le lancement de nombreux produits veggie ou vegan par les géants de l'agroalimentaire. Avec une posture très débat conférencier. C'est pas Concernant la médiatisation végane, on va voir qu'il y a 2 types de médiatisation. Donc on a tout d'abord la médiatisation traditionnelle, donc avec la télévision, la radio, les journaux, et aussi les emplacements publicitaires civiques, donc comme un panneau ou alors tout simplement une bingo ou encore un sticker. Donc ces médias traditionnels ils ont plutôt une posture méfiante face aux nouveautés et ils sont pas trop précurseurs donc de l'innovation. Donc on a pu voir quand même que le vegan s'est plutôt démocratisé et du coup aujourd'hui on entend quand même parler de reportages sur le véganisme ou des enquêtes consommateurs qui abordent du coup le traitement des animaux avec le bien-être animal ou les problèmes environnementaux avec le feu dégagé par les élevages ou la consommation d'eau. Et du coup en type de communication, donc on est plutôt sur du journal, de la presse, des documentaires comme Zone Interdite, Cache Investigation, des débats en direct avec des experts et aussi des événements culturels en physique, donc comme la Vegan Pride, le Smile Pop Vegan, et des manifestations ou alors la création aussi de villages véganes comme à Paris où on a un petit quartier qui s'appelle Vegitown. Donc ici on est plutôt sur un média qui a un discours plutôt neutre et qui a une position d'expert. Et ensuite du coup on a les médias, les nouveaux médias que tout le monde connaît ici, et, les réseaux sociaux avec Facebook, Twitter et Instagram, d'autres plateformes donc plutôt de divertissement comme TikTok ou YouTube,
et des médias un peu informatifs où on retrouve encore une fois YouTube, des sites web, de l'emailing et des newsletters. Donc ici, sur ces nouveaux médias, c'est plutôt le peuple qui a la parole. Donc c'est vraiment des médias populaires où chacun peut partager ses idées, où n'importe qui, donc toute la population a une influence sur le monde et a la possibilité de faire changer les choses. Donc sur ce genre de médias, on retrouve plutôt des vidéos plutôt choquantes, donc avec par exemple des actions de L214 ou de l'association 269. Donc aussi d'autres sites internet ou des applications pour devenir vegan, des petites boutiques ou des blogs qui sont parfois affiliés, qui ont du coup un discours plutôt favorable aux véganes pour vendre un maximum de produits, et aussi des diffusions en direct, donc de sauvetage d'animaux sur Facebook par exemple, ou des vandalismes de boucherie, des choses comme ça. Donc sur ce média, donc c'est un média populaire, enfin c'est des médias populaires où le but n'est pas forcément d'informer, mais plutôt de convaincre via la continuité et l'émotion. Maintenant, je vais vous parler du Google Trend. Donc, grâce à l'outil Google Trend, on peut voir qu'en France, les recherches associées au mot vegan ou végétarien, elles ont fortement augmenté, et ce particulièrement depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui encore. Enfin voilà, on est en plein dedans. Donc, le mot flexitarien n'a pas suscité le même intérêt sur Google Trend. On voit qu'il y a vraiment un mode qui est plutôt vegan, végétarien. Flexitarien, voilà, on en parle, mais c'est pas forcément celui qu'on va retenir en premier. Voilà. Donc, on a décidé aussi de s'intéresser aux personnalités de L214, parce qu'on vous en a parlé un peu plus tôt. Donc voilà, L214, c'est une association qui a été créée en 2008. Donc c'est une association de protection animale centrée sur, sur les animaux d'élevage. Et voilà, il dénonce trois grands points sur cette partie. Donc c'est l'élevage intensif, la souffrance animale et la baisse de l'empreinte environnementale. Voilà, c'est vraiment les trois causes qu'ils essayent de défendre. Et en fait, Sébastien Arsac et Brigitte Gauthier sont les deux cofondateurs de L214. Donc Sébastien Arsac, en fait, il a démarré, lui, avec des vidéos en caméra cachée dans des abattoirs où il essayait de se faire passer pour un stagiaire, voilà, pour essayer de dénoncer vraiment l'horreur que lui pouvait constater dans ces abattoirs. Et en fait, il était, voilà, c'est comme Constance le dit, très connu pour ses vidéos chocs sur l'élevage et les abattoirs français. Et en fait, en 2010, il y a même eu Bruno Le Maire, donc l'ancien ministre de l'Agriculture, qui a été choqué par ces vidéos. Et en fait, il a même demandé à faire des audits dans chaque abattoir de France pour voir ce qui allait et ce qui allait pas, en fait. Donc vraiment essayer de pas avoir une fausse image dans les abattoirs français et pas montrer des choses ou alors des choses qui sont un peu trop grosses aux yeux des Français, j'ai envie de dire. Et en étant jeune, en fait, les deux maintenant ils sont ensemble, en fait. Donc les deux jeunes, Brigitte et Sébastien, ils expliquent qu'en fait ils aimaient bien manger de la viande, du poisson et tout ça, et en fait ils se préoccupaient pas du bien-être animal jusque-là. Et c'est vraiment arrivé à leurs années d'étudiants qu'ils se sont dit, bah voilà, c'est là où on doit stopper notre consommation de viande. Et ils ont créé vraiment ce concept de L214, quoi, qui en fait veut dire, c'est une loi qui a été passée en 1976 concernant le bien-être animal. Donc voilà, pour dire jusqu'où ça remonte. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, L214, ça a pris énormément d'ampleur. Et on est sur une page Facebook qui compte environ 850 000 abonnés, donc pour vous montrer vraiment l'ampleur que ça a pris de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Une autre personnalité sur laquelle on a voulu se centrer, en fait, c'est Hugo Clément. Lui, c'est un journaliste, en fait, qui est plutôt jeune, et forcément, il est aussi centré sur ce combat, j'ai envie de dire, la lutte contre la protection des animaux. Donc lui, il est journaliste de base, donc il travaille pour des médias, donc lui, il doit être un peu plus, j'ai envie de dire, safe dans ses discours, ou alors dans les vidéos qu'il va aller montrer, même s'il dénonce forcément aussi des choses. Par exemple, il était chez France 2 pour Envoyé spécial, et il a dénoncé aussi des choses. Forcément, il y a des images chocs qui sortent aussi là, mais voilà, lui, il a aussi une page
Instagram et Facebook, où il dénonce aussi des choses comme L214, donc qui se rallie à la cause de L214, mais d'un point de vue plus personnel. Il en fait vraiment une cause personnelle à travers son métier qui est le journalisme. Aujourd'hui, il compte 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, et il a même écrit un livre donc, pour expliquer en fait son parcours, comment est-ce qu'il a fait pour arrêter de manger de la viande des animaux, quoi. Et en fait, à travers ce livre, il vient d'écrire vraiment trois points. C'est le fait qu'il n'a pas besoin de manger de viande ni de poisson pour être en bonne santé. C'est ce qu'il explique parce que en fait, la cuisine végétarienne, elle commence à se développer et c'est vraiment ce qu'il veut faire ressentir. Et derrière, pareil, il dit que l'élevage de la pêche industrielle, et c'est vraiment un fléau pour l'environnement aussi. L'élevage et la pêche industrielle, voilà, ce sont 2 fléaux pour l'environnement. Et troisième point, c'est que la manière dont l'humanité traite les animaux, particulièrement ceux d'élevage, voilà, il utilise des mots forts parce qu'il vient dire ici que c'est vraiment ignoble et immoral. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui prend à cœur et qui met vraiment voilà, sa personnalité en avant à travers ça. Martin, ton micro il est coupé. Donc du coup, je reprends. L'information est beaucoup plus accessible, donc c'est un effet plutôt positif via ces nouveaux médias. Où on a donc la liberté d'expression du coup donc ça rassemble aussi beaucoup de personnes et du coup l'union fait la force, où le changement politique et social est beaucoup plus facile. Et côté vegan, du coup, ça a l'avantage de mettre en lumière la filière de la viande, de promouvoir le bien-être animal et aussi de favoriser des nouvelles mesures d'hygiène, notamment dans certains abattoirs. Donc, et par contre, les effets négatifs, aujourd'hui, on sait qu'on a quand même 64% des Français qui s'informent via les réseaux sociaux. Or, ces nouveaux réseaux, ils cherchent toujours à nous maintenir beaucoup plus engagés sur leur plateforme. Donc, le fait d'être accroché à nos téléphones, ça leur permet de vendre beaucoup plus de publicité ciblée. Et le contenu qui est proposé, du coup, est toujours du même avis que l'utilisateur pour qu'il reste sur son téléphone. Donc, l'algorithme, il va nous mettre en relation uniquement avec des gens, des groupes ou des médias qui pensent exactement comme nous. Et donc, du coup, on a un effet plutôt entonnoir où l'utilisateur, donc nous, allons rester enfermés dans notre propre conviction. Et donc la conséquence, c'est donc la radicalisation du débat politique ou la provocation d'événements précis, comme par exemple la destruction des boucheries ou le mouvement Gilets jaunes ou d'autres manifestations qui seraient peut-être pas forcément apparues si jamais les réseaux sociaux n'existaient pas. Et ensuite, donc on peut voir que le CSA en fait a fait une petite étude sur le véganisme sur Internet, et donc les chaînes qui traitent exclusivement du véganisme, la plupart du temps, elles sont recommandées de manière plus fréquente sur Internet. Alors pourquoi ? C'est à cause de la communauté. En effet, elle joue un rôle essentiel. Donc on a par exemple 3 communautés pour le vegan, donc la communauté pour, contre et neutre. Donc celle qui est pour, elle est vraiment dynamique et communicante sur ces nouveaux réseaux, car elle a moins de pouvoir donc sur les médias traditionnels. Et donc du coup l'opinion est surreprésentée sur ces réseaux, alors que la communauté contre le véganisme, du coup, elle est peu dynamique, et celle qui est neutre, elle est beaucoup plus présente sur les médias traditionnels et pas du tout en tout cas très peu aujourd'hui sur Internet. Donc au niveau de cette étude, on a ici donc le CSA qui a étudié donc les recommandations des vidéos sur le réseau YouTube par exemple, en fonction d'une opinion de départ. Et les résultats en fait, c'est que donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que le nombre de vidéos, enfin en tout cas la position d'une vidéo, donc l'opinion d'une vidéo recommandée, elle dépend surtout donc du nombre de vidéos disponibles par opinion. Donc si on regarde le petit graphe en dessous, on peut voir que si on part de l'opinion A, donc favorable au véganisme,
on a 49% de résultats pour, contre 4% de résultats contre. Et si on part de l'opinion B contre le véganisme, on a 4% donc de résultats contre et 31% de résultats neutres. C'est classique. Hein. Donc les vidéos contre le véganisme sont vraiment sous-représentées, dues à une communauté moins active. On pourrait croire que les réseaux sociaux sont favorables au véganisme, mais en fait c'est surtout un effet de contenu, de disponibilité de contenu et d'algorithme du coup pour qui est la vidéo qui est proposée en fait. Donc bonjour tout le monde, moi je vais vous parler du coup du marketing vegan dans la publicité. Donc on peut passer à la prochaine diapo, nickel. Du coup, donc pour la tendance du vegan, donc la tendance vegan pousse les géants alimentaires comme McDonald's, Burger King ou encore Nestlé à sortir des gammes vegan et s'investir dans le marketing publicitaire vegan. Donc pourquoi? Parce que les distributeurs ont eux aussi géré la bonne affaire et développé comme Carrefour, avec Carrefour Veggie, des marques dédiées, ou encore Monoprix, de son côté ouvert 4 petits magasins Naturalia à Paris, dont des produits sont certifiés 100% vegan. Et pour l'industrie alimentaire, c'est potentiellement une main en raison des coûts de production nettement moindres. Il faut du coup 7 kg de céréales pour produire 1 kg de viande. Et surtout, une nouvelle opportunité de marché sur laquelle bâtir des projets de croissance et convaincre les actionnaires. L'investissement de 12,5 milliards de dollars de Danone dans l'acquisition du spécialiste végétal White Wave en témoigne assez largement. Et il ne vise pas les végétariens, mais les gens qui le sont. Donc ensuite, pour parler un peu des petits exemples de lancement de produits vegan, on a chez McDonald's le McWrap Veggie qui était sorti en 2018. Donc, ce produit est certifié V-Label, donc c'est un label indépendant créé par l'Union végétarienne européenne qui assure aux consommateurs de manière immédiate et fiable que le produit convient à leur choix alimentaire. Le terme Veggie peut être trompeur car Veggie c'est pas forcément végétarien. Et ça veut dire végétarien mais pas vegan. Donc, la marque ce terme pour attirer de nouveaux consommateurs qui ne sont pas forcément vegan ou végétariens. Et le McWrap Veggie on prend 49% de matière grasse, 40% d'acide gras et 37% de sel. Donc c'est pas forcément représentatif des véganes. Donc ensuite pour parler un peu d'un autre produit, on va parler des cosmétiques véganes. Donc les cosmétiques véganes c'est une opportunité pour les grandes entreprises. Donc d'abord, il faut savoir qu'une cosmétique vegan, c'est un produit de beauté donc, qui est formulé sans ingrédients issus d'animaux, donc pas de graisse animale et encore moins de produits de test. Enfin, ça va au-delà de l'absence de tests sur les animaux. Donc consommer des produits vegan, c'est inscrit dans l'éthique globale du véganisme. C'est un mode de vie qui s'oppose à l'exploitation animale et exclut toute consommation de produits dérivés de l'animal, comme le cuir, la laine, ou les produits laitiers, qui n'en sont pour montrer quelques-uns. Il faut savoir qu'un cosmétique vegan, c'est pas forcément bio et inversement. Si c'est bio, c'est pas forcément vegan. Ensuite, d'après un nouveau rapport qu'on a reçu par la firme d'études Grand Research, la valeur d'industrie mondiale des cosmétiques vegan atteindra 21 milliards de dollars en 2025, alors qu'en 2017, elle était de 12 milliards. Donc cela explique principalement s'explique par la préoccupation des consommateurs à l'égard du bien-être animal et de manger plus sain. Et la demande en spirale des cosmétiques végétariennes parmi les millénials est l'un des principaux stimulants de croissance du marché. Donc c'est donc pour ça que les grandes entreprises de fabrication de cosmétiques du monde entier se rendent compte de l'importance de fabriquer des produits qui utilisent des ingrédients donc à la base de minéraux, de plantes, plutôt que de fabriquer des produits inspirés d'ingrédients d'origine animale. Donc voilà, donc on a à peu près fini sur le sujet. Après avoir travaillé donc, sur le sujet tous ensemble, on a pu voir l'importance des médias sur la perception des gens comme nous, comme tout le monde, perçoivent le véganisme. Et on a décidé de parler d'une petite ouverture pour amorcer un autre sujet. Donc c'est comment les médias participent à la formation et à l'expression de l'opinion publique. Donc voilà, c'est une petite ouverture qu'on a important à parler après le sujet qu'on a pu aborder. Donc voilà, merci d'avoir écouté et on est disponible pour vos questions. Ah, c'est moi qui vais dire ça. C'est fini? Ouais, ils ont besoin de disponibilité pour engagement. C'est parti. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions.
Alors premièrement, pour vous personnellement, est-ce que vous pensez que le vegan est plus cher? Alors, on pourrait à première vue, on pourrait penser que c'est moins cher, du fait qu'il n'y a pas de produit animal, et c'est en général ce qui coûte le plus cher. Et dans une alimentation végane, on va juste avoir du végétal, mais en fait, un produit vegan, ça peut être en moyenne jusqu'à 2 fois plus cher qu'un produit classique, selon une étude qui avait été réalisée par 60 millions de consommateurs. Et cette différence, je pense qu'on peut l'expliquer par le fait que les produits confectionnés nécessitent à chaque fois des ingrédients alternatifs pour remplacer justement les produits animaux et aussi des méthodes de fabrication nouvelles. Donc je pense que c'est ça qui pourrait expliquer une différence de prix et du coût qui serait plus cher qu'une méthode classique. Ouais, je vais en poser une. Est-ce que c'est un phénomène aussi international ou c'est vraiment que franco-français cette histoire avec les associations pro-véganes? C'est vraiment quelque chose qui a une résonance internationale? Alors je vais m'exprimer dessus. On a été regarder un peu ce qui se faisait à l'étranger, tout ça. Et en fait, il y a également des mouvements qui sont connus forcément dans les pays aussi. Donc par exemple, on avait été voir en Belgique, il y avait aussi une association qui faisait ça. Donc je me souviens plus du nom, mais il y avait aussi une association qui est un peu réputée comme nous, par exemple L214. Mais là, en fait, ce qu'on a vu, c'est que les associations qui sont ici, L214 ou alors L269, c'était vraiment des associations qui étaient vraiment centrées sur la France, quoi. Donc, du coup, nous, on s'est vraiment penché vraiment sur la médiatisation en France, mais derrière, on sait que ça existe aussi ailleurs. Aux États-Unis, un peu moins, forcément, parce que, on est vraiment sur des modes de consommation et des pratiques courantes qui vont plus à l'encontre des véganes, j'ai envie de dire, avec toutes ces troupeaux entiers dans les campagnes américaines qui sont vraiment là. C'est immense, quoi, les parcs à vaches, voilà. Et là-dessus, il y a un peu moins de mouvement, même s'il y en a quand même qui essaient de se rebeller de plus en plus. Mais voilà, c'est un truc qui va prendre de l'ampleur avec l'avenir. Et à mon avis, dans quelques années, on va commencer à voir fleurir de plus en plus des associations pareilles qui vont lutter contre en fait, la maltraitance animale ou l'élevage en quantité, quoi. Donc, on verra ensuite, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de se démocratiser maintenant et pour l'instant, on est là, quoi. Ça me fait penser à une chose, ce que tu dis là, c'est que finalement il faut être absolument vegan pour s'intéresser au bien-être animal. Alors non, moi je vais vous dire non, parce que on peut très bien, on va prendre des exemples concrets. C'est par exemple quelqu'un qui est chasseur, donc on va dire voilà, voilà, c'est mal tout ça. Donc moi je vais dire pas forcément. Voilà, il y a des chasseurs qui sont là pour réguler la population aussi, et c'est hyper important parce que on regarde que ce soit les sangliers dans le sud par exemple. Voilà, ils sont envahis par des sangliers. Et ça devient vraiment un problème parce qu'ils sortent des forêts, ils arrivent en ville, ils détruisent tout en fait les sangliers, donc les jardins ils sont retournés, voilà, il y a plein de problèmes comme ça. Mais derrière, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont là pour vraiment, je prends toujours l'exemple de la chasse, mais vraiment pour dire de s'amuser et voilà, pour réussir à trouver le juste milieu par exemple sur cet exemple-là. Mais derrière, ouais, il va y avoir les différences entre les perceptions, et je pense que quelqu'un de non vegan doit aussi s'intéresser à ces choses-là et ces pratiques qui sont vraiment la maltraitance animale, l'élevage en cage aussi qui vient un peu, voilà, c'est un tabou maintenant, on le voit, tous ces poulaillers, tous ces cages, c'est quelque chose qui doit vraiment commencer à disparaître, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui on vit dans un monde où la place de l'animal est vraiment au centre des débats aussi, et là-dessus, à mon avis, c'est des efforts qui vont devoir être faits, et c'est sûr qu'on va commencer à en arriver là. Mais dans quelques années, il va y avoir des lois qui vont passer, et je pense que
que on est en plein dedans en fait. Là, c'est vraiment le cœur du sujet. Et maintenant, c'est en 2020, 2021 quoi. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera encore pire, j'ai envie de dire. Et vraiment, ce sera vraiment le vegan, il prendra vraiment une place encore plus importante. On l'a vu avec la Google Trend, par exemple, des gens qui regardaient, les mots sur Internet. Donc le vegan, il est placé au plus haut, quoi. On n'a jamais vu ça depuis 10 ans. Donc voilà. Et si je peux rajouter aussi, on le voit aussi avec la souffrance animale. Il y a aussi un autre mouvement dont on a un petit peu parlé, c'est le flexitarisme. Le flexitarisme, du coup, c'est les personnes qui vont consommer moins de produits animaux, mais consommer mieux. Donc ça va être justement consommer avec la proximité et des produits de qualité, donc qui ont eu un suivi et un rôle attentif sur le bien-être animal. Est-ce que la maltraitance animale, c'est dû aussi à l'élevage intensif, alors que si on achète, par exemple, chez des petits producteurs locaux ou des boucheries locales, on est sûr que l'animal a été bien traité, on peut même savoir ce qu'il a mangé, etc. D'accord, merci. Alors, on va passer à une question suivante. Pourquoi les mouvements activistes véganes utilisent plus souvent les réseaux sociaux plutôt que le journal, par exemple? Éventuellement, je vais répondre. Donc en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout parce qu'en fait, ils ont l'accès aux réseaux traditionnels. Donc sur les chaînes de télé, on leur donne pas forcément la parole. Et puis l'impact, en tout cas sur Internet, est peut-être plus important, puisqu'ils peuvent aussi mettre en place des stratégies de SEO, donc d'optimisation de moteurs de recherche ou des choses comme ça, pour apparaître en premier, contrairement à une chaîne de télé. Moi, j'ai aussi rajouter que, en fait, les réseaux sociaux, ça permet aussi de toucher la population plus jeune, et c'est ce qu'ils disent, c'est de motiver des jeunes étudiants ou des jeunes actifs c'est pas facile de demander à des jeunes de changer leurs habitudes que des personnes qui sont plus âgées. C'est vrai qu'ils utilisent plus Facebook et les réseaux sociaux pour toucher les populations plus jeunes afin de les convertir le mouvement véganisme. Voilà. Moi j'ai une question, parce que vous avez parlé de L214, enfin toutes les assos, etc. Vous ne pensez pas qu'ils mettent tout le monde dans le même panier? Parce que autant il y a des élevages où au final les animaux sont bien traités, et autant il y a des élevages où les animaux c'est pas non plus ça, mais on a l'impression que quand ils communiquent, ils mettent tout le monde dans le même panier. Ouais, alors je vais répondre à ça en fait. C'est aujourd'hui L214, il y a 2 points à retenir. Donc il y a vraiment le côté, c'est des gens qui sont déjà véganes, donc l'animal en soi ils veulent pas le voir vivant parce qu'ils savent derrière qu'il va être mort. Et derrière il y a aussi, ils vont aller montrer en fait des images vraiment chocs. Et derrière ils vont nous dire que là il y a des poulets qui sont élevés en cage, des cochons qui sont entassés les uns sur les autres. Voilà, là, le niveau sanitaire il est pas bon du tout dans tous ces élevages. Mais derrière en fait L214 eux ils vont essayer d'aller montrer vraiment des images chocs. Et c'est sûr que en fait ils prônent le véganisme en fait, mais derrière ils montrent des images chocs, et du coup on peut penser à croire, ou alors on peut se dire tiens, il faut qu'on devienne vegan parce que ça se passe comme ça partout. Et là-dessus ils savent, et ils le disent eux-mêmes dans des articles, ils disent nous en fait L214 on essaie de choquer la population, et eux c'est les premiers à se dire on devrait même pas faire ça, mais vraiment le but eux c'est de choquer la population. Et derrière c'est leur média Facebook, enfin voilà, c'est grâce à Facebook, ils ont 850 000 abonnés, donc quand ils montent une image choc, voilà, ça fait vraiment le tour des réseaux sociaux, et ça c'est vrai que c'est encore un peu un problème, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas de juste milieu, et eux ils vont jamais prôner le flexitarisme en fait. Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de personnes qui sont là à prôner le flexitarisme et le bien-être animal. Ils sont plutôt là pour dénoncer des faits chocs, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un peu le problème aujourd'hui de L214.
Ils veulent faire de ça pour faire le buzz, en fait, ça permet de créer l'attention sur eux. Et en fait, plus ils font des images chocs, plus ils vont être vus. Malheureusement, c'est ce qui se passe de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est plus on fait des choses qui sont décalées de normalité, plus on va faire un buzz et être connu et du coup pouvoir avoir d'influence sur les jeunes populations. Ouais, mais du coup, c'est dommage de mettre tout le monde dans le même sac, au final. Enfin, moi, c'est ce que je trouve, c'est, au final, il y a des éleveurs qui font très bien leur travail, et, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils devraient aussi mettre en avant ça, et pas toujours tailler. Parce que c'est pas parce que t'as 5 vaches que tes vaches sont bien, et t'en as peut-être 100, ils sont mieux que les 5. Donc, d'un côté, je pense qu'ils devraient vraiment faire la part des choses, parce que, dû à ça, c'est ce qu'on vient de dire, c'est sûr, ça sent. Je comprends exactement les gens qui mangent pas de viande, etc. Hein. Je respecte totalement. Mais je veux dire, derrière, ils arrivent à changer la perception de beaucoup de personnes, et moi, c'est ce que je trouve dommage. Et est-ce que vous pensez qu'un jour, ils arriveront à essayer de faire la part des choses pour qu'il y ait dans la population les flexitariens et les véganes qui s'entendent ensemble pour éviter des conflits comme il y a actuellement, quoi? Ouais, exact. En fait, eux, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils en font vraiment une cause personnelle, quoi. Parce que eux, c'est ce que j'ai dit, ils sont véganes depuis qu'ils ont 20 ans, en fait. Et je pense qu'à travers ça, ils vont jamais aller montrer ce qui se passe bien, parce que c'est vraiment L214, eux, ils en font une cause personnelle. Et tous les gens qui sont derrière eux, leur aliment, j'ai envie de dire, c'est 850 000 personnes ici, et ces 850 000 personnes, à mon avis, il y en a 90% qui sont véganes aussi. Donc l'objectif, c'est pas de montrer un élevage qui va bien pour eux, à leurs yeux, attention, toujours à leurs yeux. Et en fait, le problème, il vient surtout de là. Le jour où on aura des médias, des réseaux sociaux, des personnes qui vont commencer à faire des reportages sur la condition, le bien-être animal, je pense que là, on aura tout de suite changé les mentalités aussi. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une tendance, le vegan, il faut absolument en faire, c'est hyper important. Et le problème, à travers leur association L214, c'est qu'ils en font une cause personnelle. Ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que les L214, c'est quand même une minorité des véganes. C'est vraiment juste une minorité qui est un peu extrémiste et qui fait beaucoup parler. Et c'est pas du tout la majorité, et je pense pas que ça reflète l'avis général des véganes sur les agriculteurs. C'est vraiment une minorité, il faut pas prendre ça pour une généralité. Ça faut bien faire attention parce que ça peut, forcément, celui qui entend le plus parler, c'est eux qu'on voit le plus sur les réseaux, sur les différents médias. Et c'est pas du tout ce que pense la majorité des gens. Donc, faut bien mettre en relation aussi. Que c'est pas parce que L214 n'est pas d'accord forcément avec juste être attentiste et respecter qu'on nous respecte qu'eux soient véganes et qu'ils mangent pas de viande, mais eux doivent nous respecter aussi. Et je pense que la plupart des gens sont comme ça, c'est juste une extrémité qui est vraiment activiste et qui fait des actions pour dénigrer, entre guillemets, tout ce qui est les déclarations de boucherie et autres. Et c'est bien ce que prenaient aussi les créateurs, c'est en disant, nous, ce qu'on fait, c'est montrer les extrêmes. On est du coup vegan, mais on ne demande pas à ce que tout le monde devienne vegan. Du coup, c'est montrer les extrêmes pour montrer les impacts que l'agriculture moderne peut avoir sur l'élevage, mais ils ne s'attendent pas à ce que tout le monde devienne vegan. C'est pour montrer les intérêts de l'élevage. J'avais une remarque et une question. Là, vous dites que L214, on les connaît, ils font le buzz. Et des fois, ça peut être choquant, mais est-ce que maintenant, ça n'a pas un impact aussi sur les agriculteurs de ce côté-là? Alors, un impact sur les agriculteurs, qu'est-ce que tu entends par là exactement? Genre, est-ce que les agriculteurs ils restent leur image, tu sais, sur leur image, est-ce que maintenant les gens, quand ils font des démonstrations, ça peut être choquant. Est-ce que les gens, ils vont pas avoir peur, on sait rien, mais avoir peur d'acheter de la viande? Ou forcément, normalement, leur objectif, c'est de se remettre en question, de poser une question pour changer les mentalités. Mais est-ce qu'au final, ça n'a pas un impact négatif après pour les agriculteurs? Alors, si. Parce que en fait, aujourd'hui, de ce qu'on a vu, je dis pas que c'est une généralité, mais de ce qu'on a vu, c'est que le problème maintenant, c'est que les agriculteurs, en fait, ils commencent à avoir des modes de production qui commencent à différer. Par exemple, on voyait que, c'est un exemple, alors vrai, faux, ils commencent à produire bio.
Et du coup, par exemple, il y a pas mal de fermes qui s'arrêtent de faire de l'élevage parce que l'élevage, ça paye pas forcément. Derrière, ils veulent faire du bio, donc déjà, ils doivent remettre toute leur terre au bio. Et ça, c'est vraiment un problème aussi parce que l'agriculteur, aujourd'hui, il ne fait pas forcément ce qu'il veut, en fait. Il doit faire aussi en fonction des tendances du marché et ce que le consommateur veut dans son assiette. Donc, il y a toujours des gens qui mangent de la viande, il y en aura toujours. Aujourd'hui, je veux dire, la viande, c'est hyper important. Après, ouais, il y a des agriculteurs qui sont un peu menacés aussi, parce que les mouvements véganes comme L214, il y avait des vidéos où des fois ils montrent qu'ils vont dans les fermes et ils sont même prêts à casser, voilà, c'est des conneries, mais voilà, c'est un bâtiment, ou alors ils viennent casser de la tôle ou j'en sais rien dans les fermes, vraiment pour montrer, voilà, leur mécontentement. Et en fait, l'agriculteur derrière, ouais, c'est sûr que il peut être déboussolé, il peut être complètement choqué par ce qu'il voit. Mais après, on n'a pas été chercher non plus les chiffres des agriculteurs dépressifs par rapport au mouvement vegan, quoi. Et c'est sûr et certain, aujourd'hui, l'agriculteur, il fait plus exactement ce qu'il veut, quoi. Moi, j'ai une question sur un truc qui me fascine, parce que c'est quand même dingue que Burger King, qui est quand même le steak en France, surfe sur le vegan. Est-ce qu'il n'y a pas finalement on parle de greenwashing, vegan washing? Non? Burger King, c'est vraiment de surfer sur la vague du vegan, mais ils visent pas en vrai les vegans, ils visent plutôt les personnes qui aiment la viande en fait, mais qui sont quand même sensibles au bien-être animal, donc ils vont vraiment recréer c'était l'Impossible Whopper à la base. C'est le Whopper vegan en fait, et qui vont vraiment essayer de faire que le steak vegan à base de soja, etc. est vraiment le goût de viande avec la saveur de viande. C'est vraiment pour essayer d'attirer de nouveaux consommateurs et oui, essayer un peu de surfer sur cette vague et un peu de redorer leur image. Je peux conclure. Un petit peu la question, je peux conclure. Et puis c'est vrai que ça pose un petit peu des questions pour les personnes qui sont véganes, des questions éthiques, à savoir est-ce que manger par exemple, si je reprends l'exemple de Burger King, un burger vegan dans un restaurant qui n'est pas vegan, du coup qui ne respecte pas les pratiques auxquelles se file la personne végane. Ouais, c'est ça un peu l'idée, quoi. C'est qu'en gros, c'est le vegan qui mange son sandwich sur le milieu de personnes qui sont pas véganes, et c'est bizarre d'avoir une entreprise qui surfe sur les deux. Voilà. Je sais pas si le terme vegan washing existe. Ouais, alors derrière, après, à mon avis, Burger King, ils font ça plus par exemple, s'il y a un copain vegan dans le lot, on dit allez viens, on va faire un Burger King. Ouais, non, je suis vegan, désolé, ils proposent rien pour l'instant. Hop, ça veut dire que par exemple, il y a X consommateurs qui devaient venir, donc 5 admettons. Derrière, voilà, ils viennent pas parce que derrière, l'entreprise ne propose pas des produits véganes. Et du coup, peut-être que forcément, ils doivent se dire à un moment donné, peut-être que c'est un manque à gagner à ce niveau-là, et voilà. Et après, il faut savoir aussi que la plupart des grosses entreprises comme Burger King et McDo, ils visent pas forcément à attirer des végans chez eux, ils visent à faire découvrir de nouveaux produits à leurs consommateurs déjà habituels. Donc ça veut dire que les produits végans, c'est pour être mangé, pas forcément pas que par les végans, c'est pour être mangé par n'importe qui. Et du coup, c'est pour créer des nouveaux produits, des nouveaux contenus, en sortant sur la vague, bien sûr, des végans. C'est pas dédié justement que aux végans, c'est aussi dédié à faire découvrir les produits végans à l'ensemble de la population. Merci pour votre présentation. On va passer si vous avez des questions au groupe suivant. Donc rendez-vous à 10h30. Merci. À tout à l'heure. Merci à vous. Merci à vous, merci de l'avoir écouté et à la bonne journée.